de la question, c'est la stratégie d'engagement. Oui. La stratégie d'équipement rééquilibre le rapport de force, notamment par l'arrivée de matériel de qualité. Je prends l'exemple des HIMARS qui ont détruit plus de 60 sites russes entre les dépôts, les ponts, les états-majors, etc. depuis le 2 juillet dernier. Et une stratégie d'engagement. Alors, cette stratégie d'engagement, elle a plusieurs niveaux. Ça, les Russes, ils l'ont observé. Ils ont été, comme d'habitude, dans une diplomatie, c'est-à-dire de ne pas réagir d'une manière viscérale et hystérique, parce que le Russe n'est absolument pas un hystérique. On peut même lui reprocher peut-être même un certain attentisme dans ses réactions. Mais en tout cas, on voit les États-Unis qui s'engagent sur le plan matériel, sur le plan humain. Ils ont maintenant des conseillers militaires, ils ont des contracteurs, ils ont certainement des personnels de l'OTAN qui ont été mis officiellement en disponibilité et qui servent sous l'uniforme ukrainien. Ils ont des ressources de renseignement aériens et satellitaires qui, au départ, n'étaient là que pour donner du renseignement. J'ai sur mon blog régulièrement, d'une manière récurrente, rapporté les missions des RQ-4 américains, donc les énormes drones, les Global Master, etc. Les avions comme le Poséidon P-8, par exemple. Effectivement, il y a eu une mise à disposition des ressources du renseignement stratégique de l'OTAN au profit de l'armée ukrainienne. Et ça, depuis des années, on ne parle pas de février, là, ça a commencé en 2015, fin 2015, les activités intensives du renseignement aérien américain. Et maintenant, on voit ces ressources du renseignement n'être plus dans une dimension je te file des tuyaux, mais être dans une dimension offensive. C'est-à-dire que je vais prendre deux exemples. Et en même temps, je vais un peu tacler la communication propagandiste russe. Le Moskva a été détruit en avril, donc ce croiseur amiral de la flotte de la mer Noire. Alors, tandis que les communiqués officiels racontaient une fable en disant qu'il y avait eu un missile S-300 qui avait explosé dans l'armurerie, etc., etc., moi, je disais le lendemain que c'était de toute évidence une attaque de missiles ukrainiens. Alors, par la suite, ça a été confirmé. C'est des missiles Poséidon, donc qui ont été tirés. Comment ils ont pu déjouer le système de défense du croiseur amiral? Parce que le croiseur amiral n'était pas seulement le plus gros bâtiment et le bâtiment de l'amirauté, de la mer Noire, c'était dans sa fonction et dans ses missions militaires, le bâtiment qui assurait justement le bouclier antiaérien pour la mer Noire, le bouclier antiaérien navigant pour la mer Noire. Donc, il avait un système de défense antiaérien courte portée, donc avec des mitrailleuses multiples, style, vous savez, vous connaissez ça, style Gatling, vous savez, les mitrailleuses qui tirent carrément un bouclier d'acier à courte portée autour du bâtiment. On avait des missiles moyenne portée et on avait des missiles longue portée, modernisés et embarqués. Donc, comment des missiles anti-navires ukrainiens ont pu arriver jusqu'au navire plus les moyens de guerre électronique sans se faire repérer? Un missile, vous savez, on peut avoir une géolocalisation de l'objectif, mais le missile, à un moment donné, il doit ouvrir son museau et déployer un radar pour préciser vraiment une géolocalisation exacte et faire mouche. Sauf que lorsqu'un radar fait des pings, il est repéré également par le système antiaérien, par le système de défense. Donc, pour éviter que les missiles ukrainiens ouvrent leur radar et soient détectés par la défense, il fallait qu'il y ait un tiers qui fasse leur travail, c'est-à-dire qu'il leur transmette la géolocalisation précise et la confirmation du positionnement du croiseur amiral. Et ça, on sait aujourd'hui que ça a été fait par un avion qui s'appelle un P-08 Poséidon,
qui est le fleuron de la guerre électronique embarquée de l'OTAN, et qui était à ce moment précis au-dessus des frontières méridionales de la Roumanie, c'est-à-dire à moins de 100 km en fait, de la position du croiseur amiral. C'est un avion qui peut avoir un rayonnement d'efficacité de 200-300 km. Donc, il a tout simplement cet avion transmis les coordonnées de la cible et au poste de commandement terrestre qui avait tiré le missile, de façon à ce que eux, ils corrigent. Et donc, du coup, les missiles n'ont pu ouvrir leur radar qu'au dernier moment. Donc là, il y a intervention des ressources américaines dans une opération offensive. Donc là, on n'est plus dans la co-belligérance, là. On est dans la belligérance. Et ça va continuer. Et oui. Ça va continuer en Crimée avec les destructions des bases, avec les destructions des terminaux ferroviaires. Et bien sûr, le système HIMARS. Le système HIMARS ne peut fonctionner qu'avec des renseignements GPS. Or, les GPS sont fournis par qui? Sont fournis par le réseau satellitaire occidental. Donc, on voit que l'engagement, la stratégie d'engagement qui est parallèle à la stratégie d'équipement est de plus en plus radicale. Donc, la Russie a dit en gros, donc maintenant, c'est bon, on change de format, puisque face à nous, ce n'est plus notre adversaire désigné en février 2022, on est face maintenant à une coalition. Alors, bien sûr, c'est comme ce que je disais là, il y a 3 minutes. La guerre, elle peut être juridique, elle peut être factuelle, elle peut être philosophique. Oui. Donc là, l'engagement, la coalition de l'OTAN, l'engagement de l'OTAN dans ce conflit russo-ukrainien, aujourd'hui, s'il n'est pas encore juridique, il est bien factuel. Donc la Russie doit réagir en conséquence. Donc pour réagir en conséquence, la Russie, elle a engagé deux composantes. 1, la mobilisation. 2, les référendums. Je vais expliquer rapidement pourquoi. Et je pense que ça répondra à votre question. Donc d'abord, la mobilisation. On entend effectivement, comme vous le suggériez dans la question, des hystéries complètement hallucinées concernant cette mobilisation russe de 300 000 hommes. Alors d'abord, ce sont des réservistes qui sont appelés. Ce n'est pas comme le prétendent BFM TV ou je ne sais quel média que je qualifierais de tabloïd. Ce sont des médias tabloïds. Ce ne sont pas des civils qu'on va chercher devant les bars, devant les magasins et qu'on envoie sur le front. La mobilisation concerne uniquement les réservistes. Et ces réservistes ne vont pas être envoyés sur le front d'une manière collective, brutale, sans réfléchir. Non. Certains d'entre eux, peut-être, iront sur le front, c'est-à-dire ceux qui ont une forte expérience du combat moderne et récente. On peut effectivement les envoyer sur des unités déjà déployées. Par contre, la grande majorité de ces 300 000 réservistes vont simplement partir sur les fronts orientaux, enfin sur les flancs orientaux de la Fédération de Russie, éventuellement ces flancs méridionaux, là où il n'y a pas de menace importante immédiate. Et donc, ces réservistes vont former des régiments qui vont remplacer ceux qui sont dans ces zones, lesquels vont ensuite être déployés sur le front russo-ukrainien. Parce que tous les régiments d'active de la Russie sont des régiments par définition opérationnels. Donc, en fait, on va